les magazines de la rédaction. Lundi politique avec Thierry Funderet. 18h32, bonsoir. Bonsoir à tous. Avec Christophe Langlois, nous recevons dans ce lundi politique jusqu'à 19h le sénateur socialiste de Guadeloupe, Victorin Lurel. Bonsoir, monsieur le sénateur. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je salue également Christophe Langlois. Christophe, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir Victorin Lurel. Bonsoir à tous. Victorin Lurel, nous avons donc une demi-heure pour balayer avec vous donc les sujets qui dominent l'actualité politique de notre département. La Guadeloupe a commémoré hier les 170 ans de l'abolition de l'esclavage. Il y a toute cette polémique sur la sépulture de Richepense au fort d'Elgrès, sous la férule du LKP. C'est exagéré tout ça? Je ne comprends pas ça. Je le dis très clairement. L'histoire est ce qu'elle est. Elle est souvent tragique, comme disait Toynbee, et il faut la prendre telle qu'elle est. Ce n'est pas en rasant une sépulture, une tombe. Si on pousse cette logique un peu plus loin, il faudrait raser le fort d'Elgrès. À mon sens, il faut en revanche interpréter, faire parler les monuments, les pierres, les édifices, les bâtiments, faire un parcours pédagogique pour l'édification, si j'ose dire, des jeunes et l'instruction des générations qui viennent. Mais je ne comprends pas cette violence un peu gratuite. Elle se veut symbolique. Je peux entendre ça. En revanche, on aurait posé la question en disant, dans ce lieu-là, même si c'est un carré militaire, que le bourreau repose là, au sein de ce sanctuaire-là, peut-on le déplacer ? Et peut-on en faire un parcours ? Je suis partisan, moi, à garder tous nos monuments, quelle que soit leur signification symbolique. C'est ainsi que vous allez dans la savane de Port-Louis, là où il y avait à l'époque la SEGT, vous avez la tombe monumentale de l'ancien président du Conseil général, l'ancien propriétaire de Darboussier, son nom me reviendra, qui a fait le lycée Carnot, qui était président du Conseil général à l'époque. Il ne faut pas laisser partir ça, mais il faut expliquer. Parce que là, il y a une originalité architecturale, c'est le témoin d'une époque, et dire. Voilà. Donc là, en l'espèce, il faut faire quoi? Il faut la déplacer, il faut jeter les restes à la mer, il faut faire quoi? Certains a pris une bonne position qui me paraît modérée et éclairée, c'est d'accompagner, de créer, de mettre sur pied une mission ou un groupe d'historiens pour en faire un parcours pédagogique. Je serais même partisan à ce qui a été fait là, avoir décelé la tombe, de la laisser comme ça là et de l'inclure dans le parcours pédagogique pour bien montrer que le 28 mai 2018, eh bien, des Guadeloupéens ont voulu exprimer autre chose. Mais personne n'a la vérité historique. Quand quelqu'un ou un groupe, même s'il est important, ce groupe, veut imposer sa seule vision, ce n'est jamais bon pour une société démocratique. Oui, on rappelle que la tombe a été dégradée, profanée même, a dit la présidente du conseil départemental. Non, je ne dirais pas le mot profané. Non, le mot profané a une signification précise. Ouais. Je ne dirais pas profanée. Elle a été, un peu saccagée, un peu dégradée. À la limite, vous voyez, je suis quelque part prudent sur le choix des mots. Je ne dirais pas profaner. Pour moi, ce n'est pas une sorte de sanctuaire qu'on peut profaner ou une sorte de blasphème à l'égard de quelque chose d'intouchable. En revanche, venir imposer une vérité alors que la présidente avait répondu en disant « je comprends la chose », c'est compliqué. Alors on dit quoi au final? C'était une polémique stérile? Je ne dirais pas ça. Je ne vais pas qualifier ça. C'est une question qui est posée depuis longtemps. Là, on a voulu faire un coup de force. C'est vrai que moi-même, j'ai filmé ce qui s'est passé. On a planté un drapeau rouge. Mais c'est vrai qu'ils ont laissé la cérémonie se dérouler. Donc, c'est déjà ça, en tolérance. Et nous-mêmes, on a arrêté les discours. Et puis, on a regardé. Même si on peut comprendre, on n'approuve pas. Très bien. On va clore ce chapitre et évoquer à présent le dossier de l'évolution de nos institutions. Victorin Lurel, les socialistes ont évolué sur ce point. Où en êtes-vous réellement afin que les Guadeloupéens comprennent? Vous n'êtes plus opposé à l'Assemblée unique ou à la collectivité unique? Alors, je ne sais pas si la question est ouverte. Ce qui est ouvert pour le moment, c'est la réforme. Débat, lui. Je ne sais pas si le débat est ouvert. Sur l'Assemblée, moi je sais pas. On en parle souvent en tout cas. Ceux qui sont au pouvoir et aux responsabilités ici, pourquoi attend-on la prise de position de Victorin Lurel et de son parti? Il y a une équipe qui a gagné une élection,
Certains avaient dit que la loi NOTRe était suffisante. On s'en rend bien compte que ce n'est pas ça. Le président Macron dit des choses, mais on sent bien qu'il y a une gêne ici pour faire prendre un peu la chose. Bon, moi, j'ai fait des propositions sur la réforme constitutionnelle, pour dire que, fort de mon expérience de 15 ans de député, de ministre et de président de région, il faut déverrouiller un certain nombre de choses. Certains ont écrit, des professeurs de droit ont même écrit que ce n'est pas démocratique ce que l'on faisait. Bien sûr que c'est parfaitement démocratique. Qu'est-ce qu'on propose ? À l'instar de ce qui se fait au congrès de Versailles. Lorsque le président de la République, comme aujourd'hui, veut changer la Constitution française, donc la loi fondamentale, s'il y a accord entre les députés et les sénateurs, il ne va pas au référendum national. Je dis que si, ici, tous les élus locaux, pas simplement les maires et les conseillers généraux et les conseillers régionaux, mais tous les maires, donc c'est le congrès, tous les conseillers municipaux. Donc le congrès, mais plus large que le congrès actuel, que le congrès des élus départementaux et régionaux, il serait aussi le congrès des élus municipaux. Si, comme à Versailles, au congrès de Versailles, on est d'accord à raison de 3/5, c'est-à-dire 60%. On peut même mettre plus si on veut, pour un consensus fort. Et si on reste dans le droit commun, c'est-à-dire vous passez à une assemblée unique, vous ne changez pas de régime législatif. Par exemple, vous ne passez pas du 73 au 74, ou du 74 au 73, comme l'a fait Mayotte. Vous pouvez donc saisir directement le Parlement, mais après un large débat pour ne pas court-circuiter le peuple. En revanche, si vous changez de régime législatif, vous changez de statut, vous passez de l'identité législative à la spécialité, donc à l'autonomie. Oui, il faut nécessairement consulter le peuple. Il faut un référendum. Alors on me demande, mais sur ça, ok, ça c'est le droit, ce que vous avez fait comme... on a fait 37 propositions. Moi, je n'ai pas encore dit. J'ouvre le champ des possibles dans les propositions. C'est-à-dire des possibilités d'avoir une assemblée unique, d'avoir une assemblée commune. Et votre conviction profonde est laquelle ? Profonde, c'est que moi j'ai toujours dit, je ne suis jamais tombé amoureux d'un statut ni d'une organisation administrative. Pourquoi ? Contrairement à ce qui se dit depuis des décennies, qu'on s'était opposé en 2003 en brandissant la misère sociale, petit jaune là, arrivé pour mon l'année retraite ailleurs, etc. Victorien Luel n'a jamais fait ce type de choses. Et je mets quiconque au défi de me dire, voilà, vous disiez ça dans une conférence. En revanche, j'ai vraiment posé le problème des contre-pouvoirs. Je n'aime pas ce qui se passe en Martinique, je le dis. Si on veut faire ça en Guadeloupe, je suis contre. Pourquoi ? Vous, si vous êtes populaire dans votre commune, vous ne pourrez désormais plus vous présenter dans votre commune pour diriger votre pays. Le scrutin proportionnel, et uniquement le scrutin proportionnel, même s'il est réparti dans des sections géographiques, non. Je veux que chacune puisse garder cette liberté fondamentale qui consiste à se faire élire sur son nom, sans passer sous les fourches codines d'un parti politique, d'un état-major ou d'une tête de liste. Très bien. Vous n'êtes donc pas pour le statu quo ? Je dis qu'on peut bouger, oui, le moment venu, si les conditions sont posées. Donc, je n'ai pas dit quelle position, mais on ne tombe pas amoureux d'une organisation administrative. Si ça ne marche pas, il faut avoir le courage de le dire. Si on m'avait donné... Pour vous, ça ne marche pas en Martinique aujourd'hui ? Pour moi, j'estime, ça marche un peu mieux à la Guyane. Pour moi, en Martinique, on a fait une institution dont le fonctionnement dépend de la personnalité de celui qui l'occupe. C'est mauvais. Il faut toucher les institutions avec une main tremblante. Très bien, mais pour la Guadeloupe, jusqu'où pouvons-nous aller ? Alors ça, je n'en sais rien. Pardonnez-nous d'insister, mais... Non, moi, je n'en sais rien. J'ai un principe qui m'a opposé aux nationalistes et aux indépendantistes. C'est de dire que l'élection, pour moi, est le critère suprême. Et que même si je reconnais qu'ici, la Guadeloupe est un pays, la Guadeloupe est un peuple, c'est une nation sans État, mais elle veut rester française. Tant que l'opinion publique guadeloupéenne n'a pas évolué et qu'elle n'est pas majoritaire, eh bien, il faut respecter ça. Donc voilà, jusqu'où on peut aller, ça dépendra jusqu'où l'opinion publique pourra elle-même aller et pourra évoluer. Mais selon vous, l'opinion publique n'a pas évolué aujourd'hui ? Rappelez-vous ma formule. Un pas devant le peuple, jamais deux. Mais c'est toujours la même formule. L'opinion publique n'a pas évolué aujourd'hui, selon vous ? On n'en sait rien, il faudrait peut-être consulter et voir. Non, mais selon vous, par rapport à ce que vous entendez... Je sens aujourd'hui quand même, il y a peut-être plus de... Une aspiration à plus de responsabilité, oui, non ? Oui, mais vous savez, c'est contradictoire dans le pays de Guadeloupe, le nôtre. Autant on est français, autant on est mal à l'aise dans l'habit et dans la peau du citoyen français. Autant on veut plus de responsabilité, autant lorsqu'il y a un problème, on se réfugie dans les bras de l'État ou dans les jupes de la République. Bon, on a ce problème-là. Que faire ?
et comment consulter. C'est là qu'il faut quelques courage politique. Moi, j'ouvre le débat en disant, je ne postule pas et je préempte pas le débat. Mais que font ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui ont fait miroiter des choses en décembre 2015, que font-ils aujourd'hui? C'est le silence le plus total. On fait de la gestion et on ne voit pas les résultats. Il n'y a pas de débat politique en Guadeloupe. Et celui qui l'ouvre, j'ai le courage de le faire. À la limite, ça me ferait plutôt perdre des voix, ce truc-là, si j'avais encore quelque ambition pour l'avenir. Mais moi, je l'ouvre en disant, mais discutons entre nous. Aujourd'hui, non, c'est le silence le plus total. La lâcheté politique la plus totale. Il n'y a pas de débat politique. Moi, j'ai dit que je suis pour avoir le Parti communiste, je suis pour avoir les indépendantistes, je suis pour avoir la gauche, une droite aussi éclairée pour dire que faire ensemble, quel pays voulons-nous construire, quelle société voulons-nous bâtir. Oui, je suis prêt à avoir beaucoup de personnes et je ne cache pas, j'ai commencé à en voir. Oui. Et donc, votre volonté, justement, c'est, au-delà de la refondation de la gauche, de faire émerger ce nouveau parti. Vous en êtes où? Eh bien, c'est long. Si on veut... C'est pénible. Aller vite, non. Si on veut... Non, la pente est rude. J'ai quelques aspects. La pente est rude, c'est vrai. Non, si on veut faire vite. J'ai vu un responsable politique ici faire ça. Il a mis 200 personnes, 300 personnes dans une salle et a fait un nouveau mouvement, un nouveau rassemblement. On peut faire ça et mettre 1000 personnes, on a un nouveau rassemblement. Ça ne marche que si vous arrivez à convaincre. Sur des bases communes, sur un socle commun, si vous avez un maillage territorial, si vous êtes implanté. Les gens critiquent le Parti socialiste, le plus vieux parti du pays. On voit la force du parti lorsqu'il y a une mobilisation politique et électorale. Même si les sections sont parfois en sobeille, lorsque la mobilisation est là, tous les camarades, qu'ils aient payé carte ou pas carte, ils viennent. Et on voit qu'on est installé partout, dans toutes les communes de Guadeloupe. Vous avez un maillage, vous avez une implantation, vous avez une représentation. J'aimerais faire ça avec tous les autres, convaincre les derniers réticents. C'est voir qui les derniers réticents? Ah non, mais il nous faut des noms quand même, non? Non. Au sein de mon parti, il y a des gens qu'il faut convaincre. Donc vous êtes en train de nous dire que c'est... Non, mais c'est normal. J'ai moi déjà créé des partis, des mouvements. À l'époque, avec la Guadeloupe pour tous, je peux vous dire, c'était pas rien. Bon, aujourd'hui, le respect commande de ne pas avoir un leader maximo qui seul annonce. Il faut convaincre. C'est vrai, c'est pas médiatisé. On n'invite pas la presse. Je vous cacherai pas. Demain soir, on a un débat sur ça. À la fédération avec les camarades. Ensuite, on continue à voir les autres partis. Chacun avance un peu. Tous les PDG, les Verts. Moi, je suis prêt à voir tout le monde, c'est ceux qui veulent. Je n'ai pas d'a priori. J'ai des a priori sur des idées, sur une organisation, sur un calendrier. Qu'est-ce qui bloque? Chaque fois qu'il y a une élection, on vous dit il ne faut pas faire ça. Ah oui, tu vas gêner un peu tel ou tel électeur. Peut-on avoir un débat politique de bon niveau, à la portée de tous et intégrant un maximum de citoyens? Et la réponse c'est? Eh bien, pour le moment, c'est un peu laborieux. Le PS... Pas de notre part, parce qu'il n'y a pas l'offre politique que l'on fait. Elle est soupçonnée. Nous encore. Mais j'aurais pu rester là où je suis, sénateur, et de l'eau au moins. Je pense à mon pays. Oui, on sent qu'il y a une aspiration à plus de pouvoir domicilié en Guadeloupe. Comment le faire? Moi, j'ai fait une proposition de loi constitutionnelle qui consiste à dire, on peut, pour celles et ceux qui veulent rester dans le droit commun, on peut avoir un maximum de pouvoir domicilié ici, tout en étant dans le droit commun. Pour ça, il faut modifier la Constitution. Pour ça, il faut que M. Macron le comprenne. M. Macron a des représentants ici. Si ces représentants voulaient être un petit peu déjà aboutir sur des dossiers concrets, comme l'eau et tout ça, on fait des annonces, on ne voit rien venir. Bon, ensuite, politiquement, si on se mettait ensemble pour discuter, peut-être qu'on aurait pu discuter. C'est pas le cas, vous n'avez aucun contact, non? Pour le moment, je n'ai pas souhaité, je n'ai pas non plus demandé. Mais moi, j'ai fait une offre publique. On voit un certain nombre de personnes, c'est vrai. Ouais. Le reste, après, je suis prêt à avoir beaucoup de personnes. Ouais. Ah, je l'avoue, moi. Mais il est vrai, pour ça, il faut encore savoir sur quelle base précise que vous allez discuter. Il y a deux options, mais on aura l'occasion de revenir. Toujours le PS comme figure de proue? C'est l'une des options qui est discutée. Figure de proue, non. On ne veut pas dire qu'on est l'encre, etc. Non. On a un parti. Il est représenté, il gère même des assemblées, il a des amis dans les communes, il est implanté territorialement, il a son importance, il a son idéologie. C'est vrai qu'il a son organisation avec un rattachement à une centrale nationale, même si j'ai toujours dit qu'on est libre. Oui, il faut tenir compte de ça. Peut-on en faire fi?
peut-on le négliger? Peut-on le dissoudre? C'est une question. Peut-on faire autre chose avec les autres partis qui aussi pourraient se dissoudre et créer quelque chose de neuf? Ou peut-on faire un cartel qui serait plus large sur une base idéologique à discuter? C'est toute la discussion. Là, on n'a pas tranché encore sur la question, le fond de la question. Depuis, Macron est passé par là et donc ce qu'il a réussi à faire a quelque peu fait bouger les lignes. Il faut dépoussiérer tout ça, non? Alors, je ne sais plus, j'ai dit ça moi aussi que ça a fait bouger les lignes, mais je ne sais pas s'il n'est pas revenu à un camp très précis. Il disait ni gauche, ni droite, ou et de droite, et de droite. Enfin, et de droite, et de gauche. On peut dire et de droite, et de droite. Et là, vous avez dit et de droite, ça veut tout dire. Oui. On a compris. Sur lapsus Bon, je ne sais pas si ça s'est fait bouger les lignes. Autant à l'époque où il avait procédé à une sorte de dissolution du paysage politique pour une recomposition, aujourd'hui, la politique économique qui est conduite aujourd'hui, c'est une forme de césarisme en termes politiques et une concentration en faveur des plus favorisés. Il faut le dire. Pourtant, je connais M. Macron, je respecte. Il travaille. J'avoue avoir été jusqu'ici modéré dans mes critiques. Je suis même plus modéré que ceux qui sont ses propres partisans ici. Alors, certains jouent sur tous les tableaux. À Paris, on est d'accord. Et ici, on fait mine de vous montrer à la population. C'est difficile d'être dans la responsabilité, d'être dans une majorité. Il faut assumer même que c'est mauvais. Mais aujourd'hui, non, on joue sur tous les tableaux. On est populaire là-bas, populaire ici. Mais ça ne dure pas longtemps, ça. Voilà. Quelles sont les ambitions futures de Victorin Lurel? Travailler. Vous avez fait mine de ne pas en avoir tout à l'heure. Tout à l'heure, vous nous l'avez dit. Non, mais je l'ai dit. On ne vous croit qu'à moitié. Si tant est que j'ai des ambitions politiques. De ne pas me croire. Mais non. Mais oui, je dis si tant est que. Oui. J'ai des ambitions. Je serai là aux prochaines séances, si Dieu le veut, en 2020, 2021 ou 2023. Mais ça change. Vous entendez qu'on pourrait faire les sénatoriales déjà en 2021. Bon, c'est une possibilité. Les municipales, moi c'est 2020, les municipales. Je n'y vais pas, mais je municipales. soutiens des candidats. Et puis en 2020, on a des instances, et si on a le temps de créer un mouvement, j'allais dire en neuf, on aura des instances pour désigner qui est la tête de liste, qui compose. Mais je serai là. Si j'ai encore un petit souffle, je serai là. Parfait. Voilà. Comment jugez-vous l'action de votre successeur? Vous voulez vraiment me fâcher avec mon président, alors? C'est une question. J'ai pris beaucoup de temps avant de critiquer. J'ai défendu les reproches qui m'étaient adressés en disant que j'ai coulé la région, je n'ai pas laissé d'argent, je n'ai laissé que des dettes. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. On a voté entre-temps un compte administratif avec 52 millions d'excédents, à peu près, j'arrondis, 60 millions d'épargne brute, même si certains ont voulu le redéfinir ou le retraiter, comme disait un cabinet parisien. Bon, donc c'est clair ça. Et le 30 là, il y a une plénière à la région. Bon, il y a un tout petit excédent de 3,5 millions, mais avec une curiosité. On a prétendu qu'on redressait une région alors qu'elle était excédentaire. Mais on voulait la redresser. On voulait redresser, me dit-on, l'épargne brute. Mais qu'est-ce qu'on a fait en guise de truc? Si vous avez un petit excédent, c'est que vous avez beaucoup investi. Mais curieusement, non. 130 millions, hors remboursement de l'annuité de la dette. 130 millions. Nous, on faisait au bas mot 229, 230 millions et ça pouvait monter à 250 millions. Si vous voulez tenir la Guadeloupe et avoir une croissance suffisante, avec une activité suffisante pour donner du travail aux gens et aux entreprises, il vous faut entre 150, 180 et 200 millions d'investissements par an. Ce n'est pas le cas. En 2016, on a diminué l'investissement, on a fait 122 millions. Là, on fait 130 millions à peine. Mais qu'est-ce qu'on a fait entre-temps? Eh bien, on a sur-recruté. L'argent n'est pas passé dans les investissements. Ah, c'est du fonctionnement, alors. Mais vous allez voir, c'est du fonctionnement. On a sur-recruté. Et je dis même, on met dans un tableau des effectifs, pour que les gens ne comprennent pas, on s'exprime, c'est vrai, c'est un terme technique, en ETP, en équivalent temps plein et en équivalent temps plein travaillé. Ça, c'est de la technique pour noyer le poisson. On a aujourd'hui 1452 personnes. Moi, quand je suis arrivé à la région avec une équipe, il y avait 645 personnes. L'État nous a donné, arrondissons, à peu près 400 personnes, 1065 personnes. On laisse à peu près 1100 quelques personnes. Aujourd'hui, à 1400 personnes, j'aimerais comprendre. Donc ça veut dire, pas d'investissement, mais sur-recrutement. Et donc c'est vrai, on a reconstitué une épargne brute, mais qui ne sert pas le pays.
Si vous thésaurisez, vous faites des économies sur une prétendue menace qu'il faut préserver la capacité d'autofinancement. On fait une erreur gravissime de politique économique et le pays n'est pas soutenu. Voilà. Je vous rappelle qu'en 2016, avec cette politique-là, le PIB de la Guadeloupe a plongé de, je crois, 1,2%. Enfin, de moins de 1%. Ouais. Voilà. Donc, rien n'est bon. Non, il travaille, je respecte. Vous jetez tout, l'eau du bain, le bébé avec. Non, attendez, moi j'ai quand même été bienveillant. Je ne faisais que me défendre. Rappelez-vous quand même, un président de région qui cherche des petites bêtes, qui veut me faire emprisonner, qui cherche des factures tous les jours pour dire que j'aurais volé, et qui va avoir un président de la République, une ministre de la Justice, Mme Belloubet, pour dire que j'ai découvert des magouilles à la région, il faut que Lurel doit être allé en prison. Vous croyez quand même, je n'ai jamais fait ça. Mais il faut que la Guadeloupe sache ça. Vous avez un président et il a été le dire en radio. Comment voulez-vous que moi, on me dise que vous n'avez pas de sang vous coulant dans les veines? Pourtant, je le laisse travailler. Le président de la République, ça fait à peine une année qu'il est là, on lui demande déjà un bilan. Monsieur le président de région, tout à l'heure, ça fera 3 ans. Il ne lui reste tout à l'heure qu'à peine 2 ans. 2 ans et quelques mois. Et on peut légitimement lui dire, au-delà de l'effet mousse et l'effet comme, qu'avez-vous fait? Vous avez beaucoup proposé. Vous avez dit vous changez d'avenir. Qu'il faut changer, comme on disait ça, de modèle là. Changer d'avenir. Que vous aurez des sarrogatos. On a tout cassé. Tout. En matière culturelle, on a tout saccagé. Et on a retardé des choses. On a fusionné, on a liquidé des entreprises. On a retardé des dossiers, notamment routiers. Regardez les routes du pays. Que voulez-vous que je dise? Si je dis, pour être complaisant, je suis dans le jeu politique et le théâtre politique. Il y a eu des travaux sur les routes tout de même, non? Non. Oui, enfin. On les a vus quand même. Ah, vous croyez ça? Ah ouais, moi j'ai vu un tour cycliste de la Guadeloupe, c'était même dangereux pour les cyclistes et pour les spectateurs. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de communication, il y a une politique personnelle, avec un style personnel qui est ce qu'il est. On m'a critiqué, on m'avait traité de dictateur. Allez voir, allez demander à la région, allez demander quel type de rapport, allez demander le Guantanamo puissance 10 qu'on a créé. On m'avait fait ce reproche-là. Comment voulez-vous que je dise le contraire? Sinon, je serais faible et je serais lâche que de ne pas le dire. Aujourd'hui, la Guadeloupe est déçue, une belle partie. J'ai été 11 ans à la région, dont 9 ans de présidence. C'est la 11e année qu'on a commencé à voir un délitement, que notamment certains employés, certains agents, certains fonctionnaires n'étaient pas contents. Il fallait aller leur dire bonjour, donner encore plus de régime indemnitaire. Et on a le meilleur régime indemnitaire de France. Ils se sont rendus compte depuis lors. En 2 ans, vous avez déjà une telle déshérence, un tel désamour. Ah mais quand même, le dictateur que j'étais a tenu 11 ans et en 2 ans, vous avez une telle déception. Il faut s'interroger. Bien. Sur les sargasses, la réponse publique n'est pas à la hauteur? Non, pas à la hauteur. On attend une réponse appropriée lors de la venue des ministres. C'est un peu tardive. Hein. Un peu tardive, oui. C'est quand même la compétence de l'État. Hein. L'État ne doit pas... Et je crois que Sapouti avait bien répondu, bien analysé ça. C'est nous qui venons en aide à l'État et pas le contraire. Et donc, il y a un ensemble de choses en recherche, en logistique, en organisation, en moyens financiers, en coopération internationale, en expérimentation à faire au large de nos côtes pour un ramassage en mer. Bref, c'est pas un dossier facile tout de même. Ce n'est pas facile. C'est à l'État d'assumer. Hein? C'est à l'État d'assumer avec notre concours, bien entendu. Il s'agit de nous, mais l'État ne doit pas faire mine d'être très généreux et abondant avec nous quand il s'agit de son affaire. Je vous signale que, contrairement au procès qui est fait à l'État, l'État a résisté aussi aux Bretons. Il a fallu des années et des plaintes qui ont duré des années sur les algues vertes. L'État ne cède pas comme ça. Bon, donc on a toujours l'impression d'être maltraité, mais l'État a cette résistance en disant si je parce que ça va coûter cher. Parce que ça va coûter cher et d'autant plus qu'on ne sait pas pour quelle durée. Ouais. Donc il faut être plus offensif là, c'est ça. Les élus l'ont été, ils ont fait leur job. Que ce soit le département, la région, les communes, les EPC, ils ont fait leur travail. On est souvent critiqué, mais quand Chalus fait quelque chose de bien, bon. Voilà, on a trouvé. Ah si, il a fait un truc avec Canal
Canal+, moi je trouve ça très bien, parce que par ailleurs ça n'allait pas en culture, mais là je trouve ça très bien. Il a financé ou cofinancé le film sur la route des Islams. J'ai félicité sur Twitter et sur Facebook. Non, c'est. Donc vous n'êtes pas sectaire. Voilà, je ne suis pas sectaire. Je le dis très clairement. En revanche, est-ce qu'un président peut entendre une différence et sans s'énerver ou sans, disons, dire du mal, quoi, ou s'énerver, bon, tu as parfois un petit brin chaud, mais et surtout si vous mettez un petit peu d'humour dans le truc. Il a été parlementaire, il sait ce que c'est. Et puis après, on se parle, c'est pas le problème. Et je suis convaincu qu'on peut avoir une meilleure tenue. Il y a moment moyen dans plénière, hein. Ah oui, enfin, vous l'avez tous entendu. C'est pas lui, mais c'est à côté de lui son vice-président. Je dirais moment moins. Il faut être clair. Bon. L'idée de GUSR de créer un fonds risque naturel via l'octroi de mer, vous avez entendu parler de ça, certainement. Oui. 30 millions qui pourraient être abondés par tous les Guadeloupéens, les consommateurs, c'est une bonne idée? C'est une idée aussi. Je suis brutal. Mais oui, on avait créé, nous, un fonds de 20 millions à l'époque. Et d'ailleurs, ça existe toujours dans les AP. Vous y allez fort, là. Non, mais je dis, c'est une bêtise. C'est une bêtise. On réfléchit avant de faire ce type de proposition. L'octroi de mer tel qu'il est calibré ne peut pas servir à ça comme ça. Ensuite, vous avez des agréments au niveau européen sur des listes ABC et que sais-je encore. Ensuite, donner l'impression qu'on se défausse, on fait la part belle à l'État parce qu'on n'arrive pas à convaincre ses amis du gouvernement. Et donc, on va prendre notre argent pour financer une compétence de l'État. C'est une faiblesse. Ensuite, donner l'impression que c'est un parti politique qui a déjà prédécidé, qui a donc préempté le sujet à la place de son président, qui d'ailleurs a été très correct sur ça, n'a pas vraiment réagi et a même désavoué en CTAP ce responsable de parti politique. Pardonnez-moi de dire ça amicalement, c'est une bêtise. Et sur l'eau, toujours pareil, on rame, on entend la fameuse déclaration. Vous voyez, on revient encore et toujours lorsque l'on parle trop vite, lorsqu'on engage les autres. Mais là, c'est une responsabilité collective, là. Hein. Oui, on est d'accord. Oh, les sargasses un peu aussi, hein, c'est pas nouveau. Hein. C'est pas nouveau, oui. Ouais. Non, je ne dis pas le contraire. C'est une responsabilité collective. Nous portons cette responsabilité depuis de longues années, quelle que soit la place où nous étions et où nous sommes aujourd'hui. Oui, c'est une responsabilité. Cela étant, on sait que bêtises accumulées, aujourd'hui, les Guadeloupéens n'ont pas d'eau comme ils le voudraient. Il faut que l'État, là, nous aide. Bon, et que faire? Lorsque vous n'avez que 60 millions en FEDER, c'est insuffisant. Je l'avais déjà dit à l'époque. 30 millions en eau potable, 30 millions en assainissement, ce n'est pas suffisant. Autant d'opérateurs, ce n'est pas suffisant. Il y a là un coup de collier à donner. L'État, par ce qu'a pu dire notre président de région, avait proposé 400 millions. Bon, j'espère que M. Hulot viendra nous dire, on met 400 millions selon des procédures à trouver, des modalités à fixer. Voilà. Oui. Qu'est-ce que vous attendez? C'est ce que des moi, chiffres précis. Si c'est pour un défilé de ministres qui viennent faire un tour et qui n'annoncent pas des choses concrètes avec signature de papier. J'ai été ministre, hein, je sais comment on peut annoncer des choses et ne jamais les respecter lorsque vous êtes ministre. Ah, ça arrive, ça? Qu'est-ce que vous racontez? Bercy, c'est faire ça. Vous savez, vous votez quelque chose, vous parlementaires. Si vous ne suivez pas ce que font les bureaux après par décret, ou par des arrêtés de virement ou de transfert ou d'annulation de crédit. On vous annule les crédits, vous ne le voyez jamais. Il faut être un parlementaire particulièrement vigilant à demander à avoir tous les décrets d'avance, tous les arrêtés de transfert et les décrets d'annulation. Et là, c'est comme ça qu'on a... Donc là, vous allez veiller au grain. Ah oui, bien sûr. Si on vote quelque chose. À vous entendre, je suis tenté de vous poser cette question à vous entendre. Quelle crédibilité accorder à la parole politique désormais alors? Non, c'est le jeu institutionnel. Partout dans le monde, on n'est pas plus mauvais que d'autres et que la classe politique serait des pourris. Vous avez un budget, vous ne pouvez pas l'augmenter comme ça, sauf par décret d'avance. Lorsqu'il y a une catastrophe, l'État, sans consulter le Parlement, tout de suite peut prendre un décret d'avance, c'est-à-dire créer des dépenses nouvelles et des recettes nouvelles. Après, vous avez 7 jours pour informer le Parlement et l'entériner. À la région, on n'a pas la même procédure de transparence. Et en plus, si vous avez un président qui contrôle tout, qui centralise tout et qui ne donne pas des informations, vous ne serez jamais informé. Si l'État vient ajouter ça, il faut vraiment qu'on suive. Voilà. Quels enseignements Victorin Lurel tire-t-il de 2015 ? De 2015 ? Ouais. 2015, c'était un cycle politique que l'on peut comprendre. Après 2 mandats,
Et j'avais dit ça, 2 mandats seraient suffisants. Je vous que j'avais oublié ça. J'ai toujours dit 3 mandats. Je ne ferai pas 3 mandats dans un... De suite ouais. Mais non, pas 3 pour la mandats région. en tout. J'ai dit qu'en général, un homme politique doit faire 3 mandats dans une fonction quelconque. Par exemple, moi, sénateur, 3 mandats. Enfin, bon, à mon âge, maire de Vieux-Habitants, 3 mandats. J'ai fait 4 ans. À la région, ça pouvait être 3 mandats. Mais on m'a rappelé que j'avais dit, 2 mandats devraient suffire. Mais je dis, celui qui me l'a reproché avait dit quelques mois avant ou 15 jours avant, je ne quitterai jamais ma ville. Bon, on ne lui a pas fait le reproche, c'est parce que les gens étaient un peu bouffis, comme on dit en créole avec Victor Huel, donc bon, ils m'ont viré. Mais non, mais c'est la vie. Les gens ça avec beaucoup de détachement. Mais oui, j'ai eu 15 ans d'échec à Vieux-Habitants. On a eu 15 ans de succès. C'est un cycle. Vous avez perdu, il faut prendre ça avec, donc vous allez regagner avec prochainement. Bonhomie, quoi. Oh, je ne sais pas, mais on sera là. Voilà. Merci Victorin Lurel, c'était votre lundi politique. Merci d'avoir été notre invité. Bonne soirée à toutes et à tous. Dans un instant, le rendez-vous Info 19h avec Alexandre Giraud.